Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Julien Paula, maire Les Républicains de Voiron, vice-président du département, vice-président aussi du Pays Voironnais. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Bonjour à tous. Voiron vient tout juste de dépasser les 21 000 habitants, idéalement situé entre Lyon et Grenoble. Le Pays Voironnais attire aussi des entreprises bien décidées à ne pas être qu'un simple satellite de notre métropole grenobloise. Les territoires se livrent une inévitable concurrence, chacun avec ses arguments et ses modèles politiques. Julien Paula, le républicain, ne cache pas son goût pour le mérite, le travail et l'autorité, bien loin de ceux qui prônent la décroissance. Mais ce clivage droite-gauche est-il encore d'actualité? Laurent Wauquiez est-il le meilleur opposant à Emmanuel Macron? Question posée cette semaine à Julien Paula. On va faire le point évidemment sur l'actualité de Voiron, du Pays Voironnais. On est quand même dans la dernière ligne droite du mandat municipal. Vous ne le cachez pas, vous repartirez pour un nouveau mandat. Oui, moi c'est mon intention, mon ambition. Je suis passionné par ce que je fais. Aujourd'hui, je n'ai pas d'autre objectif que celui de pouvoir poursuivre les efforts qu'on a engagés depuis maintenant 4 ans. Donc je solliciterai la confiance des Voironnais sans nul doute dans 2 ans. Et puis j'espère qu'ils me feront le privilège et l'honneur de continuer sur la voie qu'on a tracée. Une ville de 21 000 habitants, donc, puisque ça y est, la barre des 21 000 habitants est franchie. C'est le territoire idéal pour pouvoir agir? En tout cas, c'est un territoire idéal, pas au regard de sa taille, au regard de son potentiel, de la richesse de son histoire, de la vitalité de ses acteurs économiques, associatifs, culturels. Vraiment, moi j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas natif de Voiron, je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais. Je me suis installé là parce que j'ai choisi d'y vivre, parce que j'estimais qu'indépendamment de la politique, même sur le plan professionnel et personnel, on trouvait là toutes les commodités qui permettent d'avoir une vie équilibrée et agréable. Étant originaire du bassin minier du Pas-de-Calais, je mesure chaque jour le privilège que j'ai d'être élu dans une ville comme Voiron par rapport à d'autres territoires en France qui souffrent autrement. Mais vous savez ce qu'on disait au tout début de votre carrière, et vous êtes tout jeune, c'était l'étoile montante de la droite iséroise, on vous promettait d'autres mandats, un destin national, tout ça c'est oublié, vous dites, mon objectif, c'est Voiron, vous continuez à dire ça? Moi j'ai toujours expliqué que j'avais une vraie passion pour l'engagement local, pour le développement d'un territoire, et ça n'enlève rien à l'intérêt que j'ai pour la politique par ailleurs, mais je ne me suis jamais engagé pour faire semblant. Et quand on disait il s'engage à Voiron, c'est un marchepied pour d'autres ambitions, je disais que ce n'était pas le cas parce que sincèrement, ce n'est pas ce dont j'avais envie. Donc aujourd'hui, j'ai eu le privilège d'accéder à ces responsabilités et elles me suffisent à m'épanouir, à être heureux et je l'espère, à être utile. Oui, enfin en plus ces responsabilités de maire de Voiron, vous les cumulez avec la vice-présidence du département, la vice-présidence du Pays Voironnais, ça donne des leviers intéressants. Bien sûr, c'est largement complémentaire, mais tout ça, ça tend vers le même objectif qui est de permettre de renforcer l'attractivité du territoire pour le développer le faire avec la mairie, avec l'intercommunalité, avec le département. C'est ce qui m'offre l'opportunité d'être beaucoup plus efficace et tout ça, c'est très convergent. C'est pas de la dispersion, bien au contraire. En introduction, je parlais de votre goût du mérite, du travail et de l'autorité. Vous validez? Oui, absolument. Tout à fait, sans aucun problème. Le mérite, c'est pour moi une valeur cardinale de la République qui fait que celui qui travaille, qui consent des efforts, des sacrifices, peut légitimement prétendre à davantage que celui qui refuse de travailler, de faire des efforts et des sacrifices. Le travail, parce qu'il n'y a pas un autre vecteur de création de richesse que le travail. Or, créer de la richesse, c'est indispensable si on veut permettre à notre modèle social de fonctionner. On veut redistribuer de la richesse, mais on ne peut jamais redistribuer que la richesse qu'on a préalablement créée par le travail. Et puis l'autorité, parce que notre société elle a besoin d'être organisée, d'avoir des repères. On a des règles. Les règles, elles n'ont de sens que si elles sont respectées. Et il faut des autorités pour valider le fait que le non-respect entraîne la sanction. C'est vrai à l'échelle du professeur à l'école, c'est vrai à l'échelle de la famille, bien entendu, qui est la première figure d'autorité qui doit exister, puis aussi de l'autorité publique, de celle de l'État, des collectivités. On va illustrer tout ça avec les sujets qu'on passera en revue ensemble dans un instant. J'évoquais aussi en introduction la concurrence des territoires. On reparlera du Pays Voironnais, de la métropole grenobloise. Cette concurrence des territoires, vous l'assumez, notamment quand il s'agit d'attirer des entreprises, par exemple? C'est un fait. On peut le déplorer parce que c'est vrai que c'est pas forcément agréable que d'avoir le sentiment d'être en concurrence avec ses voisins. Mais en même temps, dès lors que l'argent public se fait rare,
que quand on a 10 projets d'hôpitaux à l'échelle de la France, l'État n'a les moyens d'en financer que 3, nécessairement ceux qui obtiennent quelque chose, implicitement, c'est que d'autres ne l'ont pas eu. Donc il faut être plus compétitif que les autres, plus séduisant, plus convaincant. Donc c'est le rôle d'un élu qui a un territoire à développer, et bien que de faire la promotion de ses projets, de ses atouts. Et puis, ça se fait toujours implicitement par rapport à d'autres. Donc, ce n'est pas la volonté que de triompher sur les autres. Mais si on veut triompher chez soi, ça implique cette logique de concurrence qui est un fait établi dans le monde dans lequel on vit. Vous évoquez les hôpitaux. Alors, faisons le point justement sur ce fameux centre hospitalier de Voiron, sur le secteur des Marteaux, on le rappelle. On en est où, ce serpent de mer? Ça y est, enfin, les terrains sont achetés et les grues sont en place, les bâtiments commencent à être construits? Ah oui, là maintenant, c'est définitivement réglé. On n'a plus que de la patience à avoir pour faire en sorte que le chantier avance. Le terrassement a été terminé en début d'année dernière. Les voiries sont en cours de réalisation. Et puis, la nouveauté de cette semaine, c'est la première grue qui se déploie pour le démarrage du gros œuvre. Donc voilà, maintenant, on sait que notre hôpital, on l'aura. Donc c'est une vraie satisfaction, un vrai soulagement. Moi, j'ai l'habitude de dire que je dors un peu mieux la nuit parce qu'on a eu quand même beaucoup d'inquiétudes. C'était loin d'être gagné et le risque était véritablement grand que tout ça tombe à l'eau. Mais il y aura d'autres combats à poursuivre pour maintenir les services, pour que cet hôpital fonctionne bien et on s'y attelle d'ores et déjà. Donc là, le calendrier, c'est quoi? Alors, les premiers patients peuvent être accueillis idéalement dans combien de temps? Ce sera fin début 2019 et probablement plus début 2020. C'est quand même 2 ans et demi de travaux. C'est un chantier qui est considérable dans l'envergure. D'ailleurs, moi je dis toujours aux Voironnais que je croise, que je les invite au détour d'un week-end à aller se promener là-bas pour aller voir. Ça permet de mesurer l'ampleur du chantier. C'est quand même très impressionnant et c'est en même temps très satisfaisant de le voir. Alors, quelques chiffres précisément pour le rappeler, c'est quoi? C'est environ 300 lits, c'est ça? C'est ça, à peu près 300 lits, donc un plateau technique très développé qui permet d'accomplir l'essentiel de ce qu'on appelle aujourd'hui les hôpitaux MCO, médecine, chirurgie, obstétrique, donc un hôpital complet qui nous permet d'avoir une vraie autonomie dans le traitement, l'administration des soins sur le territoire, et tout en organisant des complémentarités avec, par exemple, le centre hospitalier universitaire de Grenoble. On est lié aujourd'hui. Voilà, le fonctionnement est partenarial, c'est ça qui est intéressant aussi. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les GHT, les groupements hospitaliers de territoire, qui font que les hôpitaux fonctionnent en réseau, depuis Namur jusqu'à Voiron, en passant par Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Joire-en-Valdaine, le centre hospitalier psychiatrique de Saint-Égrève, l'hôpital évidemment universitaire de Grenoble. Et on n'aura jamais la prétention de faire de la neurochirurgie ou des opérations à cœur ouvert à Grenoble, à Voiron, qui continueront d'être faites à Grenoble. Mais en même temps, il y a tout un tas de soins de proximité qui peuvent épargner aux gens des déplacements dans la métropole engorgée, autant que ça, on continue de le faire à Grenoble. Oui, d'ailleurs, vous dites, sans cet hôpital, Voiron aurait été une simple cité dortoir définitivement dépendante de ses voisines, Grenoble, Bourgoin et Chambéry. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. L'histoire, l'ADN de Voiron, c'est l'autonomie de son fonctionnement, la capacité d'avoir su préserver des fonctions qui font que les habitants y trouvent tout ce dont ils ont besoin au quotidien sans avoir besoin d'aller ailleurs pour pouvoir y accéder. Donc c'est vrai avec les commerces, avec les services de solidarité, avec les équipements sportifs et culturels, mais aussi avec les fonctions de santé, dont l'hôpital. Et si on avait perdu l'hôpital au-delà des fonctions de santé, c'était le signal que dorénavant à Voiron, on ne pouvait plus avoir accès à une certaine gamme de soins qui nécessitait de faire un choix entre Bourgoin-Jallieu, Chambéry ou Grenoble. Et je pense qu'on avait mis un pied dans la porte sur une dérive qui nous poussait petit à petit à devenir un territoire dortoir. Donc c'était vraiment une croisée des destins pour la ville. Il ne fallait pas manquer cet enjeu. Mais on voit bien encore une fois qu'on a cette notion de concurrence entre les territoires ou d'indépendance territoriale. On a des connexions. Et la concurrence n'enlève rien au fait qu'il y a une réalité à laquelle on n'échappe pas, c'est qu'une proportion significative des actifs voironnais et du pays voironnais travaillent tous les jours dans la métropole grenobloise, que ces liaisons, elles sont consubstantielles, inévitables, qu'elles n'ont pas vocation à s'éteindre, qu'on doit les organiser. Donc voilà, moi je ne suis pas dans une logique d'affrontement, d'opposition d'un territoire à l'autre, simplement je fais la défense et la promotion de celui sur lequel je suis élu, parce que c'est le rôle qu'on m'a donné, et j'essaye de l'exercer au mieux. Donc on présente notre plus beau visage, on se développe, on s'ouvre vers l'avenir, et puis après, à chacun de faire le même travail sur le territoire qu'il est censé défendre.
Bon, puis cet hôpital de la zone des Marteaux, il y aura des avantages collatéraux, hein, et notamment la circulation qui va être améliorée dans ce secteur-là. Absolument. C'est pas négligeable. Et justement, on va parler de déplacement à Voiron avec un point sur un autre dossier qui est très long, qui tarde un petit peu. C'est ces fameux contournements de Voiron. Un dossier ancien entre l'échangeur de Champfeuillet et la départementale 592. Ouais, en fait, ça fait 30 ans qu'on en parle, de cette fin du contournement. En 2 mots, le sujet, il est simple. On peut contourner Voiron par la rocade ouest. On a donc une liaison vers le nord et puis vers le sud. Il manque un chaînon d'à peu près 1 kilomètre qui permet de le connecter au reste du réseau départemental. On peut prendre l'autoroute, mais si on veut y accéder autrement que par l'autoroute, on ne peut pas. Sauf à emprunter des petits chemins de campagne pour ceux qui connaissent. Il faut bien connaître. Ouais, il faut connaître. Et puis, c'est des chemins qui ne sont pas adaptés. Donc, ça crée des véritables nuisances sur les gens qui vivent dans ces coteaux. Donc, il faut vraiment qu'on complète ce chaînon. Alors, ça fait 30 ans qu'on en parle. Il y a eu longtemps des grosses oppositions politiques entre les communes concernées sur le choix du tracé. Et donc, les nouveautés, c'est qu'aujourd'hui, il y a un accord politique sur le tracé que cette voirie doit avoir. Donc, grosso modo, on connecte le giratoire de Champfeuillet avec l'hôtel Best Western jusque la Patinière, je dirais peu ou prou à la sortie de Moirans, pas très loin de l'emboutissage du Mail pour ceux qui l'identifient. C'est pas très long, hein. Non, c'est 1,2 km, je crois. Donc sauf que c'est frappé par une forte déclivité puisqu'on monte dans le coteau. Donc il y a des contraintes techniques énormes. Donc de ce point de vue-là aussi, les études ont permis de conclure à la nature des ouvrages qui étaient nécessaires pour dédoubler la voirie, pour faire du confortement, des murs de soutènement, de manière à ce que la voirie puisse s'intégrer. Et puis après, il y avait un enjeu financier puisque c'est 22 à 24 millions d'euros. Alors qui paye là ? Le département à 75%, le Pays Voironnais pour la part restante. Les 2 collectivités se sont engagées dans leur volonté politique de faire. Donc on est maintenant dans les procédures administratives. On a eu la concertation réglementaire qui a été faite en fin d'année dernière, qui laisse émerger le consensus global que j'évoquais, avec des riverains simplement qui émettent quelques craintes de nuisance parce qu'il y a la voirie qui passera à côté de chez eux. Il faudra qu'on les entende et qu'on y apporte des solutions pour accompagner avec des murs anti-bruit, pour l'insertion paysagère, la limitation des nuisances sonores. On fera des merlons, des murs anti-bruit, des aménagements qui tiennent compte de ces réalités-là qu'on doit intégrer. Et puis on a des études environnementales, techniques, ça nous reporte à combien de temps ça encore ? Alors on est sur un démarrage des travaux courant 2020 pour une livraison 2022. Alors c'est à la fois lointain et en même temps très proche, mais en tout cas on n'a jamais été engagé aussi intensément dans la phase opérationnelle. On n'a jamais été aussi près de la fin, quoi. Ouais, vraiment. Et puis je vous dis, ce qui est important, c'est qu'on est aujourd'hui sur un climat qui est très apaisé sur ce projet parce qu'il n'y a plus de mouvement d'opposition farouche qui se fait entendre, ce qui était loin d'être le cas jadis. Alors après les déplacements, le stationnement, on sait que ça a été un gros dossier des dernières municipales, gros arguments politiques là-dessus, sujet sensible. En 2017 à Voiron, vous avez engagé une grande réforme. L'objectif, c'était de permettre aux véhicules en stationnement d'avoir une rotation plus importante. D'abord, on a créé des places pendant les 3 premières années. On a créé 175 places nouvelles dans le centre-ville. On s'était forcé de préserver 150 places qui devaient disparaître, qui était le parking qu'on appelait le parking Bazin, qu'on a reconstitué derrière le Grand Angle. Dans les mêmes modalités, elles restent gratuites, celles-ci. Et après, une fois qu'on avait augmenté la quantité, il fallait qu'en termes de qualité, on permette d'avoir de la rotation là où c'est nécessaire, parce qu'on a des commerces, des services de santé, des services sociaux. Et donc, on a l'outil, c'est le tarif. Ouais, c'est les zonages, c'est le tarif, et on a développé ensuite des formules d'abonnement pour faire aussi en sorte, sur le plan de la qualité de l'usage, d'orienter les usagers vers les places qui correspondent le mieux à leurs besoins. Donc on a un abonnement pour les résidents qui leur permet, ils ont besoin de se garer essentiellement le soir, la nuit, parce que c'est à ces moments-là qu'ils sont dans Voiron, donc un abonnement spécifique. À l'inverse, les commerçants, ils ont besoin d'être là la journée, et ils ne sont pas le soir et la nuit, donc on a une formule d'abonnement qui leur permet aussi de se stationner dans des espaces qui évitent de prendre les places qui sont les plus utiles pour leurs clients, c'est-à-dire les plus à proximité de leur vitrine. Donc voilà, tout ça on l'a développé, et aujourd'hui on a maintenant quelques mois de recul. Et on peut dire que ça fonctionne. Honnêtement, il y a des secteurs qui ont retrouvé une vraie oxygénation. Alors, il y aura encore des petits tâtonnements et des choses à corriger, parce que ça crée des effets de bordure, de report qui posent des difficultés. C'est de la dentelle, dites-moi tout ça. Hein. Pardon ? C'est vraiment du travail de dentelle. Ah oui, c'est de la dentelle. Puis après, on a modernisé l'équipement aussi. C'est vachement important. On avait des horodateurs dans lesquels on ne pouvait payer que par pièce.
je ne sais pas si c'est un effet de génération, mais moi, j'ai jamais de pièces dans la poche, donc j'étais toujours un peu embêté. Donc, on peut dorénavant payer par carte bancaire, par le Pay by Phone, qui offre un confort exceptionnel d'usage. Et puis, on va aussi avoir des petits écrans digitaux qui permettront, dans la ville, d'avoir progressivement une visibilité en temps réel de là où il y a des places disponibles, pour éviter de tourner sur des secteurs diriger où il y a un point de voilà, exactement. Les automobilistes. Franchement, et vous sentez déjà les effets de cette révolution de 2017 ou pas? Oui, absolument. Il y a eu des changements radicaux dans certains secteurs. Je pense à la place Jacques-Antoine Gault, qui est celle de la salle des fêtes, à la rue Sermorand, qui était quand même particulièrement impactée, parce qu'elle est commerçante, par la difficulté de trouver des places. Là, le changement, il est radical. Et les commerçants, d'ailleurs, en grande partie, nous le disent. Notre adjointe au commerce, Jessica Forté, organise des petits déjeuners avec les commerçants, généralement le mercredi matin, pour discuter. Et les retours sont très, très positifs sur ce plan. En matière de stationnement, il y a aussi évidemment la sanction des mauvais payeurs. Et là-dessus, Voiron a choisi de ne pas augmenter l'amende pour les mauvais payeurs. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec finalement le fait de vouloir des automobilistes qui utilisent intelligemment les places de parking? Non, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le tarif d'amende soit suffisamment dissuasif pour que les gens aient toujours intérêt à payer le stationnement conformément au tarif normal, plutôt que de tenter leur chance. Donc on reste à 17 €. On reste à 17 € parce que l'objectif, c'est pas non plus de matraquer les automobilistes dès qu'on a l'occasion de le faire. Moi, je suis pas partie prenante des élus qui veulent envoyer à tout prix des messages aux automobilistes qui sont pas les bienvenus chez eux. Nous, c'est l'inverse. On a besoin que les automobilistes puissent se rendre à Voiron dans des bonnes conditions, parce on a besoin d'eux pour qu'ils consomment, pour qu'ils fassent vivre la ville. Et on part du principe que la contrainte, ça ne poussera pas les gens à changer de comportement, ça les incitera tout simplement à aller ailleurs. Donc on a besoin d'eux, on leur envoie des signaux qui sont les bienvenus, et on prend des mesures pour faciliter leur capacité à venir en ville dans des conditions qui respectent pour autant les piétons, les cycles et le caractère agréable urbain de la ville. Ces signaux de bienvenue, j'y vois à contrario une critique des choix qui sont faits à Grenoble. C'est pas une critique. Les élus grenoblois sont souverains pour faire ce qu'ils veulent chez eux, mais c'est sûr que... C'est pas votre choix. Ah non, clairement pas. Non, on est radicalement sur une optique différente, sur l'attractivité de la ville, son désenclavement, la politique de stationnement, et sur la question de la sécurité aussi. Donc bon voilà, mais chacun fait ses choix. Ils ont été élus pour le faire, ils sont légitimes à les prendre, ces décisions. Moi, j'ai été élu pour faire autrement. Voilà, après on a le choc des modèles, que chacun juge et puis fasse son opinion. Alors on poursuit sur ce fameux choc des modèles, parce que c'est aussi des propositions politiques qui s'affrontent, qui se confrontent. Le commerce, vous en parliez, alors il y a 500 commerces à Voiron, comme partout leur situation est assez fragile. Pour vous, il y a 3 leviers d'action pour aider le commerce: la propreté, l'accès, on vient d'en parler, et la sécurité. Oui, absolument. Tout ce qui fait qu'à un moment donné, leur cadre de travail ne va pas les mettre en difficulté, et qui va faire aussi que les clients qui doivent arriver jusqu'à chez eux auront envie de venir jusqu'à chez eux. Si quelqu'un qui veut aller voir un commerçant du centre-ville se dit « Oh là là, ça va être impossible, je vais être dans les embouteillages, je ne vais pas pouvoir me garer, et puis ça va être pas agréable parce que je vais retomber sur des crottes de chien où la ville n'est pas sympathique. » Si les gens se sentent en danger quand ils doivent traverser la ville pour aller chez leurs commerçants, ils n'iront plus. Ils privilégieront l'achat par Internet parce qu'on leur livre à domicile et qu'ils sont tranquilles chez eux, ou ils privilégieront la zone commerciale de périphérie parce que c'est plus pratique, et c'est ce contre quoi on doit lutter. Parce qu'effectivement, les commerçants sont aussi confrontés à une évolution des modes de consommation. Et ça, le maire que vous êtes n'y peut pas grand-chose. Ah, c'est ça, effectivement. Il y a quand même une lame de fond qui fait que les consommateurs changent d'attente et de comportement. Aujourd'hui, on peut acheter tout ce dont on a besoin, et même de quoi remplir son frigo à 22 heures sur son canapé avec son téléphone portable. Ça, c'est quand même un changement radical qui fait que les commerçants aussi ont le devoir de muter dans leur manière d'appréhender le commerce, sur les horaires d'ouverture, sur les dispositifs d'attraction et de réponse aux clients. De ce point de vue-là, les commerçants de Voiron ont pris une belle initiative avec une plateforme en ligne qui s'appelle le Déclic Voironnais, et qui permet à n'importe qui de pouvoir, depuis Internet, voir la diversité du catalogue de ce que les commerçants voironnais qui sont inscrits proposent, réserver leurs produits pour pouvoir aller les chercher ensuite. Voilà, c'est un beau moyen aussi de se moderniser dans cette approche.
Alors, on évoquait la différence d'approche en matière de stationnement des véhicules, l'accès aux automobilistes en ville, différence d'approche par rapport à Grenoble. Il y a une autre différence d'approche, un autre marqueur politique, j'ai envie de dire même, c'est la sécurité. Plusieurs dizaines de caméras de vidéoprotection à Voiron, près d'une cinquantaine, je crois, au total. Bientôt un centre de supervision urbain. Vous faites clairement le choix de la vidéoprotection. Oui, parce que ce n'est pas un choix idéologique. On ne considère pas que la vidéoprotection soit l'alpha et l'oméga d'une politique de sécurité. On pourrait mettre 3000 caméras. Si on n'a pas d'agents de police sur le terrain, ça ne servira à rien. Parce que les caméras, elles permettront de constater des choses et qu'on ne pourra pas intervenir pour résoudre les troubles. Mais est-ce que l'inverse est vrai aussi? Parce qu'à Grenoble, on nous dit l'important, c'est les agents qu'on a sur le terrain, ce n'est pas les caméras. Ben, mais les caméras, c'est aujourd'hui un outil que la technologie permet de mettre en support à l'efficacité des agents de terrain. Refuser les caméras alors que c'est un outil au quotidien qui facilite leur travail, c'est comme si on en venait à dire à une secrétaire dans la mairie aujourd'hui qu'on lui retire son ordinateur pour lui mettre une machine à écrire. C'est pareil, c'est pas un enjeu dogmatique, c'est pas un enjeu d'idéologie, c'est un outil que la technologie permet de mettre en appui aux forces qui sont sur le terrain. On a renforcé les effectifs de police municipale. On en avait 5 des policiers municipaux, on en a dorénavant 7. On avait 6 agents de surveillance voie publique, on en a 8. Et on a les caméras qui les aident et qui les accompagnent dans leur travail quotidien. Alors précisément, c'est combien? C'est 50 caméras aujourd'hui, 46? Une petite cinquantaine, je ne sais plus, parce que comme on déploie chaque année en fait, le réseau, on doit en avoir aujourd'hui une petite cinquantaine, et si elles n'y sont pas à l'heure où je parle, avant la fin de l'année, elles y seront. Et il y en aura une vingtaine de plus cette année? Je crois que c'était les chiffres qui avaient été annoncés. En fait, on en déploie, on met une somme au budget qui doit être de 130 000 € chaque année, avec laquelle on peut mettre 8 à 12 caméras. Ça dépend en fait du coût que nécessite le déploiement du génie civil, de la fibre optique qui les relie. C'est ça qui coûte cher, c'est les tranchées et le déploiement de la fibre. Donc des fois on a des secteurs où on peut mettre 8 caméras sans que ça coûte trop cher, et de temps en temps il y a une caméra qui coûte beaucoup plus cher parce qu'il faut tirer la fibre plus loin. Donc ça varie à peu près, mais on est aujourd'hui à une cinquantaine de caméras. On va cette année s'éloigner du seul centre-ville pour aller vers le quartier du Colombier. Donc on commence à externaliser la vidéoprotection et on aura le centre de supervision urbain avec des agents qui seront en capacité en temps réel de voir ce qui se passe sur la voie publique et éventuellement de diligenter des interventions s'ils constatent des troubles, à la fois des choses graves, des atteintes à l'intégrité physique des gens sur la voie publique, s'il y a un accident de la circulation, et même peut-être les déjections canines. Si on peut prendre des gens en flagrant délit, on pourra les sanctionner parce que... Là, il faut verbaliser. Oui, moi j'en suis persuadé. Vous savez, je le disais tout à l'heure, dans une société, on a besoin de règles. Les règles, elles n'ont de valeur que si elles sont respectées. Et pour qu'elles soient respectées, il faut que la transgression soit sanctionnée. C'est vrai, depuis le plus petit des délits jusqu'au plus grand, il n'y a pas de raison de faire exception à cette règle. Il faut graduer, bien entendu, l'échelle de la sanction par rapport à la gravité de ce qui est commis. Mais je pense que sur ces bases-là, la société peut fonctionner, sinon c'est la dérive. Les policiers municipaux, donc 7 policiers municipaux, si j'ai bien retenu, ils sont armés, évidemment. Oui, absolument. Ils sont armés, mais alors, ils le sont depuis longtemps à Voiron. Ça n'est pas un enjeu politique qui avait fait débat dans les années qui viennent de s'écouler. Là, on a renouvelé néanmoins leur armement. Ils ont des armes plus modernes qui sont des armes de poing semi-automatiques comparables à celles de la police nationale ou de la gendarmerie. Et puis, on a également taser, on a flashball et on les équipe avec des dispositifs de protection balistique parce qu'on est dans une époque qui justifie qu'on en tienne compte. Mais, monsieur le maire, malgré tout ça, à Voiron, comme ailleurs, il y a parfois des événements importants, violents. On se souvient notamment de l'été dernier du cambriolage assez rocambolesque d'une parfumerie. Oui. Les images sur les réseaux sociaux ont fait le tour des réseaux sociaux. Je ne sais pas si on a pu avoir ces images où on voit des agents, on voit des cambrioleurs en train de charger une voiture et puis on voit des agents de la sécurité publique, de la surveillance de la voie publique plutôt, qui arrivent et qui sont assez impuissants finalement face à ce cambriolage qui est en train de se passer. Impuissants non, ils ont fait exactement ce qui était leur mission. C'est-à-dire que leur premier réflexe, ça a été d'une part d'alerter les forces équipées pour être en capacité d'intervenir. Donc ils ont fait de l'alerte, ils ont sécurisé le périmètre et puis ils ont été les premiers à porter assistance aux victimes. Donc ils ont fait leur travail, mais tout ça, ça démontre bien que vous n'entendrez jamais dans ma bouche de triomphalisme en matière de sécurité. J'ai jamais prétendu que ça y est, on avait résolu les problèmes de sécurité, que grâce à moi et à mon équipe, il n'y avait plus de problème à Voiron. On dit simplement que ça témoigne de la réalité du monde dans lequel on vit et ça justifie
les efforts qu'on accomplit. Et ceux qui devraient se sentir mal à l'aise face à ça, c'est pas tant nous qui essayons de déployer tous les moyens qui sont à notre portée pour améliorer la sécurité que ceux qui disent qu'il ne faudrait pas mettre de caméras et qu'il faudrait en faire moins. Parce que la preuve qu'il y a encore besoin de faire davantage. Oui, sauf que le contre-argument, c'est de dire malgré toutes ces caméras, il y a quand même ce genre de choses. Donc ça prouve que les caméras servent à rien. C'est ça le contre-argument qu'on entend. Non, je veux dire, on ne prétend pas que les caméras vont éradiquer l'insécurité dans Voiron. Et en même temps, nous, on intervient aussi toujours à une échelle qui est la nôtre. La vérité, c'est qu'il y a aussi un problème en France qui est celle de la sanction pénale. Vous savez, les types qu'on voit là, encagoulés à cambrioler la parfumerie en plein jour, s'ils sont retrouvés à l'issue de l'enquête par les forces de l'ordre, à quoi ils s'exposent ? Ils ne pourront même pas être mis en cause sous le chef d'inculpation du vol à main armée, puisqu'ils n'ont pas sorti d'armes, donc on ne pourra pas prouver qu'ils n'étaient armés, ce qui n'implique pas qu'ils ne l'étaient pas. Ils vont s'exposer à quoi ? À une peine de prison qui, si elle n'est pas supérieure à 2 ans, ne les emmènera de toute façon pas en détention ? Enfin, manifestement, beaucoup n'ont pas suffisamment peur des sanctions auxquelles ils peuvent exposer pour éviter d'avoir à commettre ce genre de choses. Et ça, les problèmes de la sanction pénale, c'est malheureusement pas dans mes prérogatives, sinon ça fonctionnerait autrement aussi. Allez, on va continuer à s'intéresser à l'avenir de Voiron, du centre de Voiron, avec un gros dossier, le déménagement des caves de la Chartreuse, en tout cas de la partie production distillerie. La distillerie a rejoint le hameau d'Aigues-Noires, sur la commune d'Entre-deux-Guiers. Voiron devait impérativement conserver quand même cet ambassadeur touristique très important. 80 000 visiteurs chaque année sur les caves de Voiron. Ah oui, c'était indispensable. Ça a été vraiment notre crainte, c'est que lorsque l'État a soulevé les risques de sécurité qui étaient liés au stockage et à la distillation de l'alcool sur le site de la Chartreuse, il ne fallait pas que toute l'activité quitte Voiron et que Voiron se retrouve orphelin des caves de Chartreuse. Donc la production est effectivement déplacé à Entre-deux-Guiers. Pour autant, tout le site touristique, la visite, le musée, ça reste à Voiron. Les caves historiques. Les caves historiques, voilà, ce qui fait le prestige de la plus grande cave à liqueur enterrée du monde, sur 160 mètres de long, avec les odeurs, avec le vieux fût, tout ça, ça reste. Donc les gens pourront continuer de le voir dans l'avenir. Et l'idée, c'est que ces 80 000 visiteurs qui viennent aux caves aujourd'hui seront sans doute plus nombreux dans l'avenir, c'est l'objectif en tout cas, que ces gens-là puissent également être amenés depuis les caves à voir ce qu'il y a d'intéressant en ville par ailleurs et dans le reste du pays voironnais. Voilà, il faut qu'ils restent sur place, qu'ils consomment sur place. C'est ça, il faut que les caves de Chartreuse ne soient pas une enclave attractive de Voiron, mais soient la porte d'entrée touristique à l'ensemble du territoire. Alors comment on s'y prend ? D'abord, par la reconversion du site de Mille-Pas, cette belle demeure en hôtel-restaurant. Alors ce futur grand restaurant, on parle d'une belle enseigne. Oui, on parle d'un restaurant de bonne gamme. Alors pour autant, pas un restaurant étoilé. Enfin, moi, je voulais pas non plus que l'investissement de l'argent public conduise à ce qu'on ait une tour d'ivoire avec des menus que les gens ne sont pas en capacité de financer quand ils veulent se faire plaisir ou fêter l'anniversaire d'une gamine ou quelque chose comme ça. Donc, on parle d'une brasserie haut de gamme, c'est ça ? Voilà, c'est ça, d'une brasserie haut de gamme avec un accueil particulièrement soigné, avec de la restauration de qualité, dans un cadre qui soit sympathique, feutré, et puis de l'hôtellerie de charme, c'est-à-dire véritablement de beau niveau aussi, pour qu'on offre aux touristes des caves de Chartreuse la capacité de prolonger leur séjour à Voiron. Aujourd'hui, depuis les caves, sauf à se déplacer jusqu'aux restaurants du centre-ville, qui sont nombreux et qui proposent des choses de qualité, mais on n'a pas véritablement cette complémentarité avec le site de la visite. Et puis ensuite, il faut organiser les cheminements pour que depuis les caves, on s'ouvre sur la ville. Parce qu'on est un peu excentré. Parce qu'on est en entrée de ville. On est à vol d'oiseau, on n'est pas loin. Mais ce sentiment d'excentrement, il est renforcé. Quelques barrières physiques. Voilà, par des barrières physiques qui font qu'on est sur le site des caves. À côté du site des caves, on a le site de Mille-Pas. Ensuite, on a le site de la Cernam. Et puis après, on arrive à la gare. Il faut qu'on crée de la transparence dans tout ça. C'est ce à quoi on s'attelle avec le pays voironnais, avec le soutien financier du département. Et puis, bien entendu, en partenariat proche avec les caves de Chartreuse, avec lesquelles on travaille dans d'excellentes conditions. Et puis, avec l'appui du restaurateur qui nous rejoindra bientôt. Alors voilà, évidemment, vous imaginez bien que je vais vous cuisiner un peu sur cette nouvelle, parce que ce projet Mille-Pas, on en a beaucoup entendu parler, mais sans trop de précision. Le restaurateur qui va gérer cette brasserie haut de gamme, il a été choisi, ça y est ? C'est une famille bien connue de la place grenobloise, réputée pour son savoir-faire, dont je ne dirai pas le nom ici parce qu'on est encore en train de boucler quelques détails, mais je pense qu'on sera en capacité d'ici la fin du mois de mars à pouvoir se présenter ensemble
pour poser les bases de notre famille partenariat. qui a pignon sur rue à Grenoble, on voit déjà le profil se dessiner un peu. Et franchement, j'ai fait preuve d'un peu de réserve. Et C'est question pour un champion, là. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Le calendrier, simplement, on peut espérer déjeuner dans cette brasserie quand ? À la fin du printemps 2019, les travaux démarrent, donc il faudra que ce soit ouvert pour le mois de juin 2019. C'est l'objectif qu'on se fixe. Bon, c'est un gros investissement, à plus de 2 millions d'euros de chantier, d'investissement. 1,6 million de travaux, parce qu'il faut reconvertir ce bâtiment, qu'on va moderniser, réhabiliter un parti, parce qu'il y avait des problèmes de toiture. C'est quand même un beau fleuron du patrimoine voironnais. Hein. Un très beau bâtiment demeure, historique. voilà, bien sûr, qui a une valeur architecturale qui est précieuse, puis c'est une trace du patrimoine ancien. Ça va lui permettre de lui redonner de l'éclat. C'est important aussi, parce que jusqu'à présent, il était quand même assez sous-utilisé. Et ça fait partie des traces de l'histoire de Voiron qu'il faut remettre en lumière. Bon, à suivre donc d'ici un an et demi. On parle aussi d'un site de valorisation des produits locaux à proximité. Ça pourrait être aussi sur le site de Mille-Pas. Disons que la Chartreuse et sa liqueur, c'est quand même un beau fleuron du savoir-faire du territoire. Il y en a d'autres des savoir-faire, donc on peut peut-être les mettre en relation, mettre en valeur le savoir-faire des moines quant à la maîtrise des plantes, à la botanique. Ça peut être un beau site de découverte de tout ça. Une porte d'entrée aussi sur la diversité du massif. Voilà, ça fait partie des hypothèses de travail. Bon. À suivre donc d'ici un an et demi. Moins réjouissant, on parle d'une crise de gouvernance au Pays voironnais. Vous êtes le premier vice-président du Pays voironnais, en charge précisément des implantations économiques, de l'animation économique, commerciale et artisanale. C'est fait quand même un poste très important. On parle de tensions entre vous et le président Jean-Paul Bray. Oui, il y a des tensions, il y a des désaccords politiques qui, contrairement à ce que certains veulent parfois caricaturer, ne sont pas simplement des enjeux ni de pouvoir ni des enjeux de personnes. Mais il y a des divergences de fond sur certains sujets qui sont les relations que le Pays voironnais doit entretenir avec ses voisins. Jean-Paul Bray voudrait que le Pays voironnais intègre un pôle métropolitain avec la métropole grenobloise. Moi, je pense que le maintien de la dépendance du territoire est au contraire essentiel. Sur la densité dans les nouveaux quartiers, sur le logement social, il nous arrive d'avoir parfois des divergences sur la capacité qu'on a à faire des économies dans l'infrastructure du Pays voironnais aujourd'hui. On a voté un budget qui prévoit des dépenses qui, à mon sens, sont excessives. J'avais proposé qu'on fasse des efforts d'économie plus poussés. Bon, voilà, ça, c'est la vie politique qui est faite de débats. Ce pas des débats qui sont négligeables, ils sont plutôt nobles parce qu'ils traitent de sujets de fond. Quand on dit que ça paralyse l'intercommunalité... Non, ça, je le conteste farouchement, par contre, parce que je mets au défi quiconque de venir m'ériger un sujet qui serait susceptible d'avoir été compromis ou de prendre du retard sous cause de ces divergences qui s'expriment. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que quand on est candidat à une élection municipale, on a une équipe qui est soudée, qu'on construit sur un projet commun, qu'ensuite on défend. Si on n'est pas d'accord dans un conseil municipal, il y a toujours une majorité qui l'emporte, c'est simple. À l'intercommunalité, on dessine une équipe au lendemain d'une élection municipale, on fait l'état de qui a été élu dans chacune des 31 communes du territoire, et puis après on voit comment on gouverne. Et les fractures politiques ne s'expriment pas de la même manière. Il n'y a pas une majorité, une opposition aussi construite qu'elle ne peut l'être au sein d'un conseil municipal, donc forcément, on est dans une recherche de consensus. Donc le plus petit dénominateur commun, quoi, c'est ça? Pas forcément, mais du consensus et du compromis. Beaucoup plus. Mais ça, Jean-Paul Bray sait faire. Oui, mais sauf qu'on le fait et on s'efforce de le faire, autant lui que moi. Il n'empêche que le compromis se heurte parfois à des divergences qui restent résiduelles à la fin. C'est exactement ce qui s'exprime. Mais bon, c'est toute la richesse de la République. Il y a peut-être un enjeu de génération qui se double là-dessus. On n'avance pas forcément au même rythme, on n'a pas forcément les mêmes méthodes dans l'approche des sujets. Bon, eh bien, là aussi, ça fait partie du débat public. Est-ce que dans ce genre d'intercommunalité, donc de communauté d'agglomération, vous l'avez dit, il y a quoi, 31 communes, 80, enfin, allez, on va dire 100 000 habitants. C'est à peu près ça. 64 conseillers communautaires, c'est ça? 66. Dont une grande partie de Voironnais. Est-ce que la ville-centre, qui est Voiron, n'a pas vocation naturellement à présider l'intercommunalité? Parce que finalement, 21 000 habitants à Voiron, 9 000 à Vorep, quasiment autant à Moiran, c'est des communes de droite, soyons clairs. Oui.
et on a une gouvernance qui est plutôt à gauche. Oui, mais ça, c'est pas l'élément cardinal qui détermine la gouvernance dans l'intercommunalité, parce que honnêtement, les sujets dont on parle, c'est des sujets de mobilité, de transport, de développement économique, d'eau, d'assainissement, d'ordures ménagères. Donc il n'y a pas de clivage gauche-droite. En tout cas, l'appartenance politique de chacun et pas le prisme d'analyse prioritaire qui sert à fonder la décision. Donc on est tout à fait en capacité de travailler ensemble, de s'entendre. Et après, le tout, c'est de trouver le meilleur équilibre possible. Et la présidence qui reviendrait automatiquement à la ville-centre, c'est ce qui se fait dans beaucoup d'agglomérations. Hein. Automatiquement, je ne crois pas que ce soit souhaitable, mais que peut-être si des dynamiques motrices, à un moment donné, conduisent à ce que Voiron préside l'intercommunalité, moi, ce serait évidemment pas pour me déplaire, mais ce n'est pas un prérequis, ce n'est pas une condition sine qua non, et puis je pense qu'en fonction des époques, en fonction des enjeux, ça peut fonctionner comme ça ou autrement. Le tout, c'est qu'on ait des dynamiques collectives qui permettent au territoire de fonctionner dans le respect des équilibres de chacun. Et le Pays voironnais, c'est un territoire qui a une grande diversité dans la taille de ses communes, dans l'aspect urbain, dans l'aspect rural. Les problématiques du Tour du Lac, de la Valdaine, ne sont pas les mêmes que celles des communes urbaines du sud du territoire. Eh bien, il faut qu'on ait la meilleure synthèse de tout ça et que chacun y trouve son compte. Vous me disiez, parmi les points de divergence avec le président Jean-Paul Bray, il y a l'indépendance du Pays voironnais, notamment vis-à-vis de la métropole grenobloise. Quel lien vous avez aujourd'hui entre le Pays voironnais et la métropole grenobloise? On a l'impression que c'est deux territoires qui sont voisins, mais qui ne travaillent pas forcément ensemble. Globalement, vous avez soulevé tout à l'heure les contrastes dans les priorités que la métropole affirme, que le Pays voironnais, la ville de Voiron affirme de l'autre côté. C'est vrai que pour travailler ensemble, encore faut-il avoir une vision commune des choses, avoir des objectifs en commun. Et à ce moment-là, si on est d'accord pour faire des choses ensemble, parce que sur certains sujets, on partage des objectifs en commun, alors après, on se préoccupera de savoir quel outil est le mieux à même de nous permettre d'avancer. En l'état actuel des choses, sur le développement économique, sur l'ouverture du territoire, sur les politiques de sécurité, on a plus des divergences que des points communs. Donc, voilà, ça pose à un moment donné un blocage. Ça ne veut pas dire que j'ai l'ambition quelconque d'occasionner une fracture entre nos territoires. On n'est pas à reconstituer une ligne Maginot. Il faut qu'on travaille sur les mobilités pour améliorer. Il n'y a pas de volonté de collaboration plus poussée. Si ce n'est que sur le plan économique, pour la promotion du territoire, on fait quand même bannière commune dans des salons internationaux sous la bannière Grenoble Territoire au pluriel, où en tant que vice-président du Pays voironnais, je suis aux côtés du président de la métropole, des élus de la Bièvre. Permettez-moi sur cette question quand même d'être un peu provoque, parce que j'ai envie de dire, ça vous arrange finalement. Est-ce que, allez, on va faire simple, est-ce que l'asphyxie de Grenoble rend pas le Pays voironnais un peu plus attractif pour attirer les entreprises? Sans faire de langue de bois, je pense que c'est tout à fait le cas en ce moment et à court terme. Et en même temps, à long terme, ça me préoccupe, parce que quand vous avez des investisseurs ou des acteurs économiques nationaux ou internationaux, vus de Paris, vus de Berlin, vus de Londres ou d'ailleurs, Voiron, sur une carte, n'existe pas indépendamment de Grenoble. Si Grenoble s'enterre, nécessairement, ça portera préjudice à Voiron. Donc on ne peut pas miser sur le développement par l'affaiblissement de ses voisins. Ce n'est pas du tout ma stratégie. Donc au contraire, moi je souhaite que Grenoble se développe et je pense que ça ne peut que bénéficier à Voiron. Par contre, l'enjeu essentiel, c'est qu'on ait une relation équilibrée avec nos voisins. Moi j'ai l'habitude de dire, et vous l'avez dit en introduction de votre émission, que Voiron est idéalement situé entre Grenoble et Lyon. Et pour autant, toutes nos coopérations depuis 20 ans ont été conçues avec des regards tournés vers Grenoble, jamais de l'autre côté. Alors même que les dynamiques lyonnaises sont également puissantes. Il faut rééquilibrer, c'est ce que bien sûr, il faut tourner son regard des deux côtés, tirer le plein profit de cette situation géographique au cœur du losange entre Valence, Lyon, Chambéry et Grenoble, et puis travailler avec ces différents acteurs pour avoir le meilleur moyen de se développer dans leur sillage. Vous êtes aussi vice-président du département en charge du plan de relance et des grands projets. Le plan de relance, on en a beaucoup parlé quand votre majorité est arrivée au pouvoir. Et puis, on a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. C'était un plan qui s'étendait sur 3 ans. Oui, les travaux sont en train de se poursuivre et vont s'achever cette année sous l'effet du plan de relance. L'objectif du plan de relance, c'était d'avoir un véritable choc dans l'économie locale, un vrai effet de déclic. Donc si on avait dit le plan de relance s'étale sur 6 ans, ça n'aurait pas eu de sens parce que ça n'aurait consisté qu'à augmenter
augmenter l'enveloppe moyenne d'investissement du département chaque année. Donc là, on était vraiment sur un effet puissant au départ, donc qui va continuer. On a un peu plus de 100 millions d'euros qui ont été investis pour moderniser l'ensemble du territoire. Donc ça a été à la fois des travaux de voirie, à la fois des travaux sur le bâti, sur le patrimoine du département, dans des collèges, dans des centres d'équipement routier, pour aider les collectivités locales, les communes, les intercommunalités à développer leurs projets, à leur permettre d'aboutir, d'accélérer le démarrage des travaux. Vous voyez, la participation du département sur le projet des caves de Chartreuse, on en parlait tout à l'heure, c'est un élément constitutif du plan de relance. Et ça a permis surtout de faire travailler nos entreprises du bâtiment et des travaux publics locales au moment où elles souffraient parce que les dynamiques du marché étaient en train de se tasser. Ces 100 millions d'euros, ils ont été engagés pour elles, dans des corps de métiers extrêmement différents, dans l'ensemble du territoire départemental, depuis les grandes communes jusqu'aux petites, du nord Isère au sud, en passant par les massifs. Et ça a vraiment Donc permis... il a produit les effets escomptés. À ce stade, oui, à n'en pas douter. Une dernière question, il nous reste à peine 30 secondes. Vous êtes un élu Les Républicains. Laurent Wauquiez, c'est le bon président pour Les Républicains ? Écoutez, c'est celui qui a été élu par les adhérents avec une majorité écrasante. Je l'ai soutenu. Donc je pense qu'il est effectivement un bon président pour les Républicains. Il souffre d'être énormément caricaturé et d'une manière parfois injuste. Il aura suffi qu'il passe sur un plateau de télévision pendant une soirée pour que sa cote de popularité subitement remonte. Ça va un peu mieux, mais enfin... oui, mais les gens s'aperçoivent en l'entendant qu'il n'est pas le reflet de ce que certains veulent traduire comme image de lui. Pour l'instant, il a surtout convaincu son camp, hein. Oui, mais bon, c'est déjà pas mal, hein. Il y en a pas mal qui souffrent de ne pas avoir de camp à convaincre. Donc, de ce point de vue-là, c'est un bon début. Moi, je pense qu'il a le mérite de la clarté. Si on veut que la vie politique retrouve des couleurs, il faut que les gens de droite soient à droite, que les gens de gauche soient à gauche, parce que sinon, ça crée du trouble, de l'illisibilité. Les gens ne savent plus finalement comprendre ce qui se passe. C'est pas ça qui ramènera les gens aux urnes. La qualité première de Laurent Wauquiez, c'est l'adéquation entre ses actes et ses paroles. À la région, il avait pris des engagements forts. Il les a traduits dans les faits. C'est un gage de crédibilité important. Et cette confiance, c'est ce sur quoi la vie politique se reconstruira dans l'avenir. J'en suis persuadé. Le retour du clivage droite-gauche. On en reparle dans un instant dans le bonus, le supplément du Récap Info avec Julien Paulat. On va parler de Laurent Wauquiez versus Emmanuel Macron. Retrouvez-nous tout de suite sur Internet et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous. À la semaine prochaine avec un nouvel invité pour un nouveau Récap Info.